Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes rejoints aujourd'hui par Michael Hudson, un célèbre professeur d'économie qui a écrit de nombreux excellents livres axés sur le capitalisme industriel et l'économie. Je voulais donc discuter avec vous aujourd'hui de la réorganisation de l'économie mondiale, car je pense que la plupart sont maintenant d'accord, même si nous sommes tous en désaccord sur la direction que prend l'économie mondiale. Le consensus, du moins, est que la mondialisation centrée sur l'Amérique est plus ou moins arrivée à son terme, en ce qui concerne la période où le monde entier poursuivait le marché libre et ouvert, ce qui signifiait en grande partie une intégration sous ou autour des technologies américaines, des industries, des corridors de transport dirigés par les Américains, l'utilisation des banques de développement américaines, des systèmes de paiement comme SWIFT et l'utilisation du dollar américain. Dans l'ensemble, le moment où la mondialisation signifiait au moins l'américanisation du monde semble être plus ou moins terminé. Mais nous voyons néanmoins des pensées différentes. La mondialisation est-elle en train de s'effondrer? Se divise-t-elle en régions? Ou d'autres pays prennent-ils simplement les devants? Oui, c'est là que semblent aller les discussions. Mais je voulais d'abord poser la question de savoir comment nous pouvons expliquer la Chine, car la montée de la Chine est encore une fois spectaculaire. Nous n'avons jamais vu une telle ascension drastique dans l'histoire humaine. Alors, comment comprendre cette domination croissante et sa capacité maintenant à changer entièrement son modèle économique? Eh bien, en fait, la Chine a suivi exactement la même politique qui a permis aux États-Unis et à l'Allemagne de devenir des puissances industrielles à la fin du XIXe siècle. Elle a gardé les services publics de base et les besoins publics dans le domaine public sans les laisser être privatisés. Et le service public de base le plus important que la Chine a maintenu entièrement dans le domaine public est la banque et le crédit. Donc, vous pouvez imaginer que lorsque la Chine a commencé à se développer, elle n'avait pas une classe industrielle riche, capable de dire au gouvernement, « Eh bien, si vous voulez financer l'investissement en capital, les chemins de fer, les routes et le développement de l'économie, vous devez emprunter chez nous et nous payer des intérêts, car il n'y avait pas une telle classe. » La Chine a dû, d'une certaine manière, réinventer la roue, et elle a suivi la même logique spontanément que les États-Unis avaient adoptée. Elle n'avait pas beaucoup de choix, sauf de dire « D'accord, nous devons créer notre propre banque, imprimer notre propre monnaie fiduciaire et utiliser notre argent pour financer nos dépenses dans l'économie. » Eh bien, d'une certaine manière, on pourrait dire que la Chine a fait face aux mêmes problèmes que les colonies américaines au XVIIe et XVIIIe siècle, lorsqu'elles ont créé leur propre monnaie fiduciaire en papier pour que les colons n'aient pas à utiliser le lingot et la monnaie qu'ils empruntaient aux riches marchands britanniques qui venaient ici. La Chine a autofinancé son développement économique, et c'était la clé. Elle n'avait pas de classe financière pour essentiellement financiariser l'industrie, ce qui s'est produit en Occident. Elle a industrialisé le système financier en le gardant dans le domaine public. Et je pense que la question que vous avez posée est pourquoi les États-Unis ne peuvent-ils pas rivaliser avec la Chine? Pourquoi l'Amérique, si la Chine a suivi la voie par laquelle les États-Unis se sont industrialisés, ne peut-elle pas le faire aujourd'hui? Et le fait est que l'Amérique n'a pas du tout essayé de rivaliser économiquement avec la Chine. Il n'y a pas de concurrence. Ce n'est pas une bonne façon de penser à la haine que l'Amérique ressent pour la Chine et au caractère raciste de ce nationalisme américain virulent que vous avez. Ma femme est asiatique et elle est souvent victime de crachats
ou de commentaires désobligeants la traitant de chinoise dans les métros publics. Vous ne pouvez pas imaginer les passions anti-chinoises qui sont attisées aujourd'hui. Ce que les États-Unis essayent de faire, ce n'est pas de concurrencer la Chine, mais de lui nuire, de la blesser, de soutenir le terrorisme wahhabite dans les régions du Nord-Ouest, de l'empêcher de faire tout ce qu'ils peuvent pour ralentir l'industrialisation de la Chine, ce qu'ils ne peuvent évidemment pas faire. Pour concurrencer la Chine, les États-Unis devraient faire ce qu'ils ont fait au XIXe siècle. Ils devraient déprivatiser leurs services publics qu'ils ont privatisés et financiarisés. Ils auraient besoin d'une fiscalité progressive. Trump est contre la fiscalité progressive. Il veut déplacer la charge fiscale des intérêts des rentiers, des intérêts financiers, des intérêts immobiliers et des monopoles qui sont ses principaux soutiens, et transférer le financement gouvernemental sur le travail sans tenir compte de la théorie monétaire moderne, en faisant ce que les Chinois ont fait et en créant simplement sa propre monnaie pour la dépenser dans l'économie, car il soutient en quelque sorte les banques, même s'il ne s'en rend pas vraiment compte. Ainsi, les États-Unis devraient être un type d'économie différent de ce qu'ils sont devenus pour rivaliser avec la Chine et d'autres pays sur le plan industriel. Ils devraient revenir du capitalisme financier à la dynamique du capitalisme industriel. Et la tendance du capitalisme industriel, dès le début, était d'évoluer vers le socialisme dans une économie mixte, publique-privée. Et il a évolué vers le socialisme en affirmant que certaines sphères d'investissement en capital, appartiennent aux mains du gouvernement, comme le transport, la communication, les soins de santé et l'éducation. Tous ces secteurs sont des monopoles naturels. Et afin de prévenir une privatisation des rentes économiques et de les augmenter aux dépens des salaires et des profits industriels, il faut garder ces secteurs entre les mains du gouvernement. C'est ce qui est omis dans les discussions, parce que la plupart de la doctrine économique enseignée dans tout l'Occident est anti-gouvernementale, avec l'idée que le secteur privé le fait mieux. Et le fait est que le secteur privé ne gère pas mieux les monopoles naturels. Cela transforme l'économie, comme Margaret Thatcher et Tony Blair l'ont fait pour l'Angleterre. Cela détruit l'économie, alors que la droite de l'échiquier politique, les partis travaillistes et les partis sociodémocrates ont tous sauté dans le train du néolibéralisme et ont dit « vendons simplement le gouvernement et réduisons les impôts des riches en vendant les biens publics à des acheteurs privés comme Thames Water en Angleterre. Nous pouvons vendre Thames Water et ils baisseront certainement les prix de l'eau pour tout le monde et fourniront une eau plus propre. » Eh bien, comme vous le savez, Thames Water est l'exemple parfait de ce qui ne va pas avec la privatisation. Les coûts ont considérablement augmenté et l'entreprise est maintenant au bord de la faillite parce que les compagnies des eaux et d'autres entreprises privatisées en Grande-Bretagne ont simplement emprunté de l'argent et versé à leurs propriétaires des dividendes spéciaux. C'est toute la description du capitalisme financier que j'ai discuté ailleurs. Alors, comment l'Amérique va-t-elle réellement rivaliser avec d'autres pays? Je ne dirais pas qu'elle ne peut pas rivaliser avec eux. Elle sait qu'elle ne peut pas rivaliser avec eux. La Chine essaye d'aller de l'avant et de développer des niveaux de vie en hausse. L'objectif de la politique américaine est de revenir en arrière, de réduire le niveau de vie, de concentrer les revenus et tout l'excédent économique entre les mains des 1% qui privatiseront essentiellement le gouvernement grâce à la décision Citizens United de la Cour suprême, permettant aux entreprises et aux individus d'acheter le contrôle du processus électoral qui décide quels candidats vont obtenir le financement pour se présenter aux élections. Et vous avez un système politique financiarisé. On pourrait dire qu'ils ont transformé le soi-disant processus démocratique
en un processus de recherche de rente et financiarisé. Alors, que peut faire l'Amérique? Tout ce qu'elle peut faire, c'est essayer de perturber le développement de la Chine et tenter de l'épuiser militairement en promouvant le sabotage par les combattants ouïghours wahhabites d'Al-Qaïda au Xinjiang et en incitant Taïwan à se battre contre le continent. Et juste hier, Google a renommé la mer de Chine méridionale en mer des Philippines. Il essaye de diviser pour régner, l'ancienne idée britannique. Le rôle de l'Amérique dans l'économie est purement destructeur, pour imposer le chaos, pour penser d'une manière ou d'une autre qu'elle peut utiliser sa capacité à imposer le chaos et à perturber les économies d'autres pays, comme un moyen d'obtenir des concessions pour dire « Eh bien, nous ne vous attaquerons pas économiquement. Nous ne renverserons pas votre gouvernement par des changements de régime, comme nous l'avons vu en Roumanie et dans d'autres pays, si vous suivez nos politiques. » C'est juste jouer pour le court terme politique, et tout ce qu'elle peut faire, c'est perturber. Il n'y a pas vraiment de concurrence en jeu. Eh bien, non, je suis d'accord avec le modèle économique très destructeur sur lequel les États-Unis se trouvent. Et je reconnais également que le capitalisme industriel de la Chine, dans une large mesure, a imité celui des États-Unis au XIXe siècle, lorsque les États-Unis cherchaient à créer une autonomie vis-à-vis des Britanniques. Mais une critique courante, cependant, contre la Chine a été qu'elle est souvent qualifiée presque de néo-mercantiliste, c'est-à-dire, disent-ils, en maximisant les exportations, par exemple, et en se faisant, eh bien, progressivement l'usine du monde, tout en accumulant beaucoup de réserves étrangères. Et utiliser, bien sûr, ces réserves pour subventionner le développement technologique. Maintenant, encore une fois, je vois cela comme étant, dans une large mesure, ce que les États-Unis, l'Allemagne, la France, le Japon, la Russie et d'autres ont fait tout au long du XIXe siècle. Donc, je ne blâmerai pas la Chine pour cette croissance incroyable. En effet, je suis un grand admirateur de la Chine. Mais ces griefs des États-Unis, l'idée que la Chine s'est en quelque sorte imposée sur le marché, comment aborderiez-vous ces griefs à Washington et quelles sont les voies possibles pour les résoudre? La Chine a initialement accumulé suffisamment d'argent pour s'industrialiser grâce à une politique d'exportation. Certes, ces dernières semaines, elle a abandonné toute allusion au mercantilisme. En fait, c'est tout le contraire. Elle a déclaré qu'elle n'importerait plus des États-Unis. Elle n'exportera plus vers les États-Unis. Nous avons imposé tous les contrôles à l'exportation sur ce que nous faisons. Nous faisons la même chose avec l'Europe. Nous essayons maintenant d'utiliser tout le surplus de puissance productive que nous avons pour développer le marché intérieur, pour élever les niveaux de vie ici, et pour investir dans la recherche, le développement et de nouveaux investissements en capital afin d'augmenter la productivité de notre économie. Ce n'est pas mercantile. Le mercantilisme en tant que tel est plus tourné vers l'intérieur. Et le mercantilisme est fondamentalement un système d'exploitation. Comment obtenir le surplus économique d'autres pays et le faire passer dans nos propres poches? La Chine réalise que pour étendre non seulement ses marchés, mais aussi sa sécurité politique et son indépendance militaire vis-à-vis de l'ingérence américaine, au lieu d'adopter une approche gagnant-perdant, l'approche mercantile de l'Amérique d'abord, où Trump dit que nous devons être le gagnant dans toute transaction internationale, nous avons la Chine qui suit une politique gagnant-gagnant. Lorsque le président Xi était au Vietnam ces derniers jours, il a essayé de dire « Nous avons 1000 ans de guerre entre nous, mais la situation mondiale est différente maintenant. Que pouvons-nous vous offrir pour que nos deux économies puissent obtenir un gain mutuel en travaillant ensemble? Comment pouvons-nous structurer notre commerce et nos investissements
pour que nous gagnions tous les deux et créions un système indépendant de l'ingérence des États-Unis et de l'Europe dans ce que nous essayons de faire. La philosophie entière est socialement, politiquement et économiquement assez différente du mercantilisme. La Chine ne peut pas être explicitement exploiteuse. Et lorsqu'elle a gagné le marché américain, ce n'était pas la politique d'exploitation de la Chine. C'était la politique du Parti démocrate sous Bill Clinton et ses partisans de délocaliser le travail américain. Les démocrates ont commencé cette politique sous Jimmy Carter, avec les accords de commerce avec le Mexique et le Canada, pour créer des filiales maquiladoras d'entreprises américaines dans le nord du Mexique, le long de la frontière avec les États-Unis, pour produire des biens à bas coût et à bas salaire, afin d'empêcher les salaires américains d'augmenter. C'était l'objectif de Carter, de réduire les salaires et le niveau de vie américain. C'est pourquoi il a nommé le secrétaire au Trésor, qui a augmenté les taux d'intérêt à 20% et a essentiellement créé du chômage. Ainsi, le mercantilisme de la Chine n'était pas seulement une politique d'exploitation d'autres pays par le pays mercantiliste, mais une guerre de classe à domicile pour exploiter le travail. Et la Chine ne fait ni l'un ni l'autre. Oui, ma prochaine question portait sur le capitalisme en Russie. Car encore une fois, la Chine et la Russie étaient vraiment les deux principaux adversaires communistes pendant la guerre froide. Et maintenant, elles se sont toutes deux transformées en économies capitalistes très compétitives. Mais, dans les années 1990, les Russes ont adopté les idées du capitalisme de marché libre. Pour eux, cela a entraîné une malédiction énergétique qui a signifié qu'ils se sont retrouvés avec une nouvelle division internationale du travail. Les Russes ont commencé à exporter beaucoup d'énergie, et avec ces revenus provenant des exportations d'énergie, ils pouvaient importer des biens de l'Ouest, étant donné que leurs industries avaient perdu en compétitivité. Avec cela, ils ont commencé à se désindustrialiser. C'était l'argument. Maintenant, ce que nous avons vu depuis, c'est l'alternative, où ils utilisent plus de revenus provenant des ventes d'énergie, qui peuvent ensuite être utilisés pour développer d'autres industries. Ils se concentrent beaucoup sur l'agriculture et la technologie. Comment interprétez-vous l'économie politique de la Russie, je suppose? Les Européens en particulier, ainsi que les Américains, semblent être assez surpris par cela, parce qu'on nous avait dit que la Russie était une station-service déguisée en pays. Maintenant, soudainement, avec toutes les sanctions que nous pourrions leur imposer, nous voyons leur économie croître, et selon la Banque mondiale, devenir la 4e plus grande économie du monde en termes de parité de pouvoir d'achat. Alors, comment expliquez-vous le modèle économique russe? L'objectif de l'administration Eltsine était de suivre les États-Unis et de s'assurer que la Russie succombe à une malédiction énergétique. Eltsine voulait cette malédiction énergétique parce que c'était la raison pour laquelle les États-Unis le soutenaient. Les États-Unis voulaient transférer Yukos Oil et les autres compagnies pétrolières ainsi que les minerais à des propriétaires privés. Les propriétaires privés devaient essentiellement profiter de ce qu'ils prenaient en collaborant avec les intérêts financiers occidentaux pour financiariser cette rente et empêcher qu'elle soit utilisée pour financer l'industrie nationale. Tous les bénéfices ne devaient pas être payés en impôts, mais transférés aux actionnaires et aux Occidentaux, qui avaient fait du marché boursier russe le principal marché boursier mondial en 1995-96. Ainsi, l'idée néolibérale était de s'assurer que la Russie ne devienne rien de plus qu'une station-service avec des bombes atomiques. Lorsque Poutine est arrivé, il a dû affronter le fait que les Américains et les Européens avaient installé cette classe kleptocratique en quête de rente.
La seule solution qu'il pouvait avoir, que Poutine pouvait avoir, était une solution ad hoc, de ce que nous appellerions en Amérique du jawboning, c'est-à-dire dire aux kleptocrates, eh bien, nous allons vous permettre de conserver la propriété des banques, des puits de pétrole et des services publics que vous avez volés sous Yeltsin, sous la direction américaine de Jeffrey Sachs et d'autres personnes qui étaient responsables de ce vaste vol. Mais vous devez utiliser vos revenus pour aider à financer l'industrialisation russe. Mais la Russie n'avait pas vraiment et n'a toujours pas une théorie économique sur la façon de se développer. Le stalinisme avait effacé toute l'histoire de l'économie classique, de la théorie de la valeur et de la théorie de la rente, dans le cadre de son effacement du marxisme en Russie. Donc quand j'ai commencé à aller en Russie en 1994 pour parler à la Douma et essayer de convaincre la Russie de ne pas suivre la politique néolibérale, il n'y avait aucune compréhension du marxisme. Ce n'était qu'une étiquette. Il n'y avait aucune compréhension de l'économie classique. Ils ne savaient vraiment pas quoi faire. Et le combat dans lequel j'étais avant la Douma avait en fait déjà commencé en 1991. Le principal expert en évaluation immobilière des États-Unis, Ted Gwartney, s'est rendu à Saint-Pétersbourg, a rencontré le maire de Saint-Pétersbourg, et Poutine était son assistant à l'époque, et a essayé de convaincre le maire de baser essentiellement le système fiscal de Saint-Pétersbourg et de la Russie sur la taxation de la rente foncière. Il a dit qu'il y aura une augmentation, une hausse des prix du logement et de l'immobilier à cause de tout cela. Et votre choix est, voulez-vous que cela finisse entre des mains privées, alors que la population russe doit emprunter aux banques pour acheter toutes ses propriétés? Ou voulez-vous que cette rente foncière devienne la base fiscale de Saint-Pétersbourg? Et le maire de Saint-Pétersbourg a dit, eh bien, vous savez, comment estimons-nous la valeur de la rente foncière? Et donc ils ont marché dans la rue à Saint-Pétersbourg, et Ted Gwartney a dit, eh bien, vous remarquez cela, regardez le soleil. C'est la fin de l'automne, presque l'automne. Vous remarquez qu'il y a beaucoup de soleil d'un côté de la rue, et c'est très sombre de l'autre côté. Si vous avez un magasin pour vendre des choses, vous allez vouloir être du côté ensoleillé de la rue où les gens marchent pour se réchauffer. Et c'est la propriété la plus précieuse qui soit. Eh bien, quand je suis allé en Russie, au début de 1994, la grande tentative américaine d'acheter une entreprise industrielle était d'acheter la Moscow Chocolate Company, juste de l'autre côté de la rivière Moscou, en face du Kremlin. Ils pensaient, oh, si nous pouvons acheter cette propriété, nous pouvons la gentrifier et la rendre très précieuse. Ils ont essayé d'acheter le magasin GUM, G-U-M, à côté de la place Rouge. Oui. Mais la Russie ne les a pas laissés faire dans les deux cas. Donc les Américains voulaient essentiellement créer des opportunités de rente foncière là-bas. Et il y avait tellement de pression américaine que les politiciens de la Douma, qui m'ont amené, ainsi que mes collègues Ramsey Clark, j'ai amené un groupe d'autres personnes, que les Américains, essentiellement le National Endowment for Democracy, ont manipulé le processus politique de sorte que les personnes qui soutenaient mes idées ne soient pas qualifiées pour la réélection d'une manière ou d'une autre. Sviatoslav, je ne vais pas entrer dans les détails, Sviatoslav était l'un d'eux. L'idée était donc qu'il y avait toute une lutte de l'Occident pour promouvoir le néolibéralisme là-bas et pour empêcher l'idée qu'il existait une alternative au néolibéralisme et au thatcherisme. Eh bien, il y avait des discussions quand j'étais là-bas à propos de Sergei Witte, par exemple. Comment revenir à ce que Witte essayait de faire sous les tsars au début du XXe siècle? Et il est devenu en quelque sorte un symbole sans aucune tentative de dire
Eh bien, quelle était cette idée? Quel était le contexte global? Quel était son cadre de référence lorsqu'il essayait de développer une puissance industrielle russe? Et encore une fois, l'accent de l'économie classique était mis sur la théorie de la rente et des prix, qui a été développée pour mesurer et isoler la rente économique, afin qu'elle puisse être taxée comme fondement du financement gouvernemental. C'est ce que voulait Adam Smith. John Stuart Mill était le premier élément du manifeste du Parti communiste. C'est ce que les socialistes voulaient à la fin du XIXe siècle. Tout cela était l'essence centrale de l'économie politique classique. Mais cela n'était pas enseigné en Russie, et certainement lorsque eux, ou les Chinois d'ailleurs, envoyaient leurs étudiants aux États-Unis pour apprendre l'économie. Ce n'est pas ce qu'ils apprenaient dans leurs cours d'économie, parce qu'il n'y avait pas d'histoire économique et pas d'histoire de la pensée économique pour tout cela. Ainsi, le grand objectif du capitalisme industriel et celui de Witt sous le tsarisme était de libérer les économies de tout l'héritage du féodalisme. Surtout, l'aristocratie foncière héréditaire et ses rentes foncières, et l'accent sur la rente économique à libérer. Un marché libre était un marché exempt de rente économique, non seulement la rente foncière, mais aussi la rente de monopole, y compris le monopole bancaire, qui permettait aux banques de facturer des intérêts pour le privilège de créer du crédit privé. L'idée était de minimiser le coût de production de l'économie, le coût de la vie et le coût des affaires en la libérant de la rente économique. Eh bien, le concept de rente économique a en quelque sorte pris fin à la fin des années 1890, au début du XXe siècle, lorsque les rentiers ont riposté et développé une économie anticlassique, affirmant qu'il n'y avait pas de différence entre la valeur et le prix. Tout le monde gagne ce qu'il fait. Gagner de l'argent par la finance et la banque ou la propriété foncière est la même chose. Ainsi, la Russie d'aujourd'hui n'a pas de bagage dans la théorie économique de la rente. C'est pourquoi il y a beaucoup de critiques envers la Banque centrale qui se contente de relever les taux d'intérêt pour tenter de prévenir l'inflation, qui ne résulte pas essentiellement du fait que le travail soit mieux rémunéré. L'inflation résulte des tentatives américaines d'isoler la Russie, de sanctionner la Russie et de la forcer à utiliser de plus en plus de revenus pour l'investissement en capital afin de développer sa propre agriculture. Production alimentaire, production industrielle, production militaire et tous les autres aspects de l'économie. Donc je suppose qu'on pourrait dire que la Russie vit dans l'héritage de la vulgarisation du marxisme par le stalinisme, qui ne prêtait vraiment aucune attention au volume 2 et 3 du Capital ou aux théories de la plus-value, où Marx discutait de la rente économique et de la finance. J'ai fait de nombreux voyages pour inciter la Russie à essayer de financer son budget par une taxe sur la rente foncière. J'ai été l'une des personnes consultées par le président Medvedev entre les deux administrations de Poutine. L'Académie des sciences a publié mes articles critiquant les tentatives de la Banque mondiale et du FMI de créer une dépendance russe. Mais encore une fois, il y a très peu, il n'y a nulle part près du soutien économique pour les idées en Russie qu'il y a, disons en Chine, où presque tous mes principaux livres ont été traduits et utilisés dans des cours là-bas. Ainsi, la Russie souffre encore du fait que la plupart de ses monopoles générateurs de rente sont toujours entre les mains de kleptocrates. Poutine est capable de contraindre politiquement les kleptocrates à utiliser leur argent pour aider l'économie plutôt que de simplement accumuler plus de richesses pour eux-mêmes. Mais je suppose que c'est pourquoi les États-Unis veulent un changement de régime en Russie. Ils veulent un marché libre
dans lequel la lutte des classes reprendrait, et les propriétaires privés de monopoles essaieraient simplement de se retirer en travaillant avec des sociétés de courtage américaines, en introduisant leurs actions aux États-Unis et en devenant milliardaires en vendant des droits de rente en Russie à des actionnaires américains et à des capitaux privés. Eh bien, ils se trouvent dans une situation étrange, étant donné qu'au moment où ils ont abandonné le communisme, la seule alternative était l'économie néolibérale. Ils ont donc dû plus ou moins commencer à apprendre le capitalisme industriel à partir de zéro. Quoi qu'il en soit, Michael Hudson, merci beaucoup pour votre temps. Je l'apprécie. Merci de m'avoir posé ces questions. C'était une bonne discussion, Glenn Diesen.